Dans la nuit du Burkina Faso, 3 drones étrangers ont traversé le ciel en croyant n'être qu'une ombre. Ils ont été repérés, suivis, puis neutralisés avec une précision qui a surpris ceux qui pensaient le rapport technologique figé au Sahel. Ce basculement n'est pas seulement un fait d'armes, il interroge la capacité d'un État réputé périphérique à refuser le rôle de spectateur, sous Ibrahim Traoré. Et si cet instant annonçait d'un déplacement durable des lignes de force, ce récit promet une chose précise: comprendre pourquoi cet incident aérien dépasse largement une simple interception militaire. Pour le spectateur, l'enjeu est clair: saisir comment un événement apparemment technique peut modifier des équilibres politiques, économiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Derrière la destruction de 3 drones se joue une question plus large. Qui contrôle réellement l'espace, les ressources et la décision dans une région longtemps dominée par des puissances extérieures? Le Burkina Faso n'agissait pas dans le vide, mais dans un contexte de pression multiple, de surveillance constante et de vulnérabilité perçue. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette action a transformé une posture défensive en signal stratégique, adressé autant aux voisins qu'aux acteurs internationaux. Le risque, cependant, est réel. Chaque démonstration de souveraineté entraîne des réactions, parfois visibles, parfois silencieuses. Comprendre ces enjeux permet d'éviter une lecture simpliste, limitée à la victoire ou à l'échec, et d'entrer dans la mécanique profonde du pouvoir au Sahel. C'est cette mécanique, souvent invisible, que la suite va progressivement dévoiler. La révélation tient en 2 chiffres et un délai: 98% de précision, une interception à 5000 mètres en moins de 40 secondes. Ces valeurs, attribuées à des systèmes jugés modestes, ont suffi à renverser l'hypothèse d'une simple coïncidence technique sous Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au décor initial. Le Burkina Faso évoluait dans un environnement de surveillance permanente, où des appareils étrangers cartographiaient silencieusement les frontières et les zones sensibles. Les radars locaux, réputés obsolètes, captaient des signaux faibles que beaucoup auraient ignorés. Pourtant, des ingénieurs burkinabés ont observé des trajectoires répétitives, trop régulières pour être accidentelles. Ce détail discret a déclenché une lecture différente de la situation. Le contexte politique amplifiait la tension. Des infrastructures minières récemment nationalisées concentraient l'attention, et l'espace aérien devenait un prolongement direct de la souveraineté économique. Dans ce cadre, chaque intrusion prenait une signification stratégique. La décision n'a pas été improvisée. Elle s'est appuyée sur une préparation progressive, faite d'ajustements locaux et de recalibrages réalisés sur place, parfois en quelques heures. Lorsque les drones ont été identifiés en formation serrée, l'incident a changé de nature. Il ne s'agissait plus d'une anomalie, mais d'une mission structurée. La réponse, autorisée par Ibrahim Traoré, a transformé une posture défensive en affirmation politique. Ce choix a établi un précédent. Des ressources limitées pouvaient produire un effet disproportionné si elles étaient mobilisées avec cohérence. Ce mini-révélateur ouvre une question centrale. Comment un pays perçu comme vulnérable a-t-il converti des signaux faibles en leviers géopolitiques? La suite éclaire les mécanismes humains et techniques derrière cette bascule. Derrière les écrans radars, il n'y avait ni technologie de pointe flambant neuve, ni experts étrangers déployés en masse. Le cœur de l'opération reposait sur des équipes locales, ingénieurs et opérateurs burkinabés, habitués à travailler avec des équipements vieillissants et des marges d'erreur élevées. Leur avantage n'était pas matériel, mais cognitif. Ils connaissaient le terrain, les interférences atmosphériques,
les angles morts habituels. Cette familiarité a transformé des outils jugés insuffisants en instruments exploitables. Un officier technique chargé de la surveillance nocturne a été parmi les premiers à remarquer l'anomalie. Les trajectoires n'étaient pas erratiques, elles se répétaient, longeaient des zones précises, puis revenaient. Ce schéma a enclenché une série de décisions rapides: recalibrage des radars, réduction des parasites, partage accéléré des informations entre postes. En quelques heures, une chaîne de coordination s'est mise en place, fluide malgré des moyens limités. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, ses équipes ont bénéficié d'un feu vert clair: agir sans attendre une validation extérieure. Cet élément a changé la dynamique interne. Les opérateurs ne défendaient plus seulement un espace aérien abstrait, mais une décision politique assumée. La confiance accordée a renforcé la précision des gestes et la rapidité des échanges. Les premiers effets ont été immédiats. La détection est devenue plus stable, la lecture des trajectoires plus fine et la capacité de réaction nettement raccourcie. Ce n'était pas encore la neutralisation, mais le moment où l'issue devenait possible. L'essentiel, c'est que quand la décision libère la compétence locale, l'asymétrie se réduit. Tout commence par un signal faible, un écho radar inhabituel, presque noyé dans le bruit de fond, apparaît puis disparaît. Rien d'alarmant, isolément, mais la répétition change tout. Les équipes observent, les trajectoires se dessinent. Elles ne sont ni aléatoires ni erratiques. Elles longent des axes précis, reviennent, insistent. Des zones minières, des frontières sensibles, des points déjà identifiés comme stratégiques. À ce stade, l'hypothèse d'un incident technique est encore possible, mais elle s'effrite. L'activation intervient sans annonce spectaculaire. Les radars sont ajustés sur place, paramètre après paramètre. Les interférences sont filtrées, les seuils recalibrés. Ce travail, souvent invisible, transforme la lecture du ciel. Les points deviennent des trajectoires. Les trajectoires deviennent une formation. Le rythme s'accélère. Les informations circulent entre postes locaux sans intermédiaires inutiles. Chaque opérateur sait ce qu'il doit regarder et surtout ce qu'il doit ignorer. La décision n'est plus théorique, elle devient opérationnelle. Lorsque les 3 drones apparaissent clairement en formation serrée, le basculement est immédiat. Ce n'est plus une surveillance diffuse, mais une mission structurée. La question n'est plus si, mais quand. La validation politique arrive rapidement, assumée, sans ambiguïté, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. La riposte se déploie dans séquences courtes: positionnement, calcul des altitudes, alignement des systèmes disponibles. La première roquette est lancée depuis une station locale, sans délai excessif. Le premier drone est touché. Quelques secondes plus tard, le second, puis le troisième. Le ciel redevient silencieux, mais ce silence n'est plus le même. Les minutes qui suivent ne sont pas celles de la célébration. Elles sont consacrées à la vérification. Confirmation des impacts, analyse des trajectoires finales, validation des données enregistrées. Chaque étape vise à s'assurer que l'événement est maîtrisé, documenté, compris. Viennent ensuite les premières ondes de choc. À l'intérieur du pays, la démonstration renforce la crédibilité de l'appareil sécuritaire. À l'extérieur, elle introduit une incertitude nouvelle. Ce qui était considéré comme acquis ne l'est plus totalement. Un acteur réputé faible vient de prouver qu'il peut perturber un schéma établi. Pour Ibrahim Traoré, cet enchaînement n'est pas seulement militaire. Il transforme une posture défensive en signal stratégique. Il montre que la souveraineté ne s'exprime pas seulement par des discours, mais par des décisions exécutées jusqu'au bout. La séquence se termine, mais ses répliques commencent à peine. Le temps court de l'action laisse place au temps long des conséquences. Avant l'incident, la capacité de détection aérienne du Burkina Faso était perçue comme limitée. La lecture dominante parlait de radars vieillissants,
d'une couverture incomplète et de temps de réaction trop longs pour intercepter des cibles rapides. Cette baseline alimentait une conviction largement partagée. Face à des systèmes de surveillance avancés, l'issue était connue d'avance. Après l'opération, trois indicateurs ont suffi à déplacer cette perception. Le premier est le taux de détection de 88%. Dans un contexte militaire classique, un tel niveau est associé à des infrastructures lourdes et coûteuses. Ici, il a été obtenu par la réduction ciblée des interférences et par une lecture plus fine des signaux faibles, ce qui a transformé des radars jugés imprécis en outils exploitables. Autrement dit, la performance ne venait pas d'un saut technologique externe, mais d'une optimisation locale des capacités existantes. Le deuxième indicateur concerne l'altitude d'interception à 5000 mètres. Avant cet épisode, une interception fiable à ce niveau dépassait les attentes associées au système burkinabé. Ce chiffre montre que la détection ne se limitait pas à des vols bas ou à des trajectoires simples. Elle impliquait une capacité à suivre des cibles évoluant dans des couches aériennes plus complexes où la marge d'erreur est traditionnellement plus élevée. Ce delta remet en cause l'idée selon laquelle seuls des équipements de dernière génération permettent une telle précision. Le troisième indicateur est le temps de réaction inférieur à 40 secondes. La baseline évoquait des délais de plusieurs minutes entre la détection et l'action, souvent trop longs pour une neutralisation efficace. La réduction de ce délai traduit une chaîne décisionnelle raccourcie où l'information circule sans friction excessive. Chaque seconde gagnée augmente la probabilité d'interception, et ce gain temporel a joué un rôle déterminant dans l'issue de l'opération. Pris séparément, ces chiffres impressionnent. Pris ensemble, ils racontent autre chose. Ils dessinent une transformation systémique où la performance résulte de l'alignement entre technique, organisation et décision politique. Sous Ibrahim Traoré, la validation rapide de l'action a permis à ces indicateurs de produire un effet concret et non de rester de simples données théoriques. Ces mesures ont également une portée symbolique. Elles signalent aux acteurs régionaux que la supériorité technologique n'est pas uniquement une question de matériel, mais aussi de méthode et de cohérence. Elles indiquent aux observateurs extérieurs que le Burkina Faso peut désormais protéger des zones sensibles, y compris celles liées à ses ressources économiques. La preuve chiffrée ne clôt pas le débat, mais elle en change les termes. La question n'est plus de savoir si l'événement était possible, mais ce qu'il révèle d'une capacité nouvelle à inverser une asymétrie réputée stable. Deux lectures opposées se sont rapidement imposées après la neutralisation des drones. La première, portée par certains analystes occidentaux, affirme qu'il s'agirait d'un concours de circonstances. Selon cette thèse, les trajectoires prévisibles des appareils, des conditions atmosphériques favorables et une part de chance opérationnelle auraient convergé. Les radars burkinabés, jugés obsolètes, n'auraient pas pu atteindre seuls un tel niveau de performance. Cette lecture suggère aussi l'hypothèse d'un dysfonctionnement des drones, voire d'un appui discret non reconnu, rendant l'événement difficilement reproductible. La seconde objection est plus structurelle. Elle admet le succès ponctuel, mais nie sa portée stratégique. Dans cette vision, l'opération resterait un épisode isolé, sans capacité réelle à modifier les équilibres régionaux. Les puissances disposant d'une supériorité technologique conserveraient, à moyen terme, un avantage décisif, rendant cette démonstration largement symbolique. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, les données disponibles les fragilisent. D'abord, la cohérence des résultats. Trois drones interceptés à des altitudes comparables avec des délais de réaction similaires indiquent un schéma reproductible, non un hasard unique. Ensuite, la préparation observée en amont contredit l'idée d'une improvisation totale. Recalibrage, filtrage des interférences et coordination rapide témoignent d'une méthode, même adaptée dans l'urgence. Quant à la portée stratégique, elle ne se mesure pas uniquement à la capacité de répéter l'opération à grande échelle.
Elle réside dans l'introduction d'une incertitude nouvelle. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a montré qu'une asymétrie pouvait être perturbée, obligeant les acteurs extérieurs à revoir leurs hypothèses de sécurité. Ce déplacement du calcul, même limité, a un coût pour ceux qui opéraient jusqu'alors sans réelle contrainte. Ainsi, la réponse aux objections n'est pas un déni, mais un déplacement du cadre. L'événement n'abolit pas la supériorité technologique globale, il la rend moins automatique. Et dans un environnement géopolitique tendu, cette nuance suffit parfois à changer les comportements. Ce que cet épisode révèle, au-delà des chiffres et des trajectoires, c'est un changement de logique. Jusqu'ici, le Burkina Faso était souvent perçu comme un espace observé, rarement comme un acteur capable d'imposer un coup. La neutralisation des drones inverse ce regard. Le ciel n'est plus seulement surveillé, il devient contesté. Ce déplacement est discret mais décisif. Il ne repose pas sur une accumulation spectaculaire de moyens, mais sur une capacité à combiner vigilance, décision rapide et acceptation du risque. Sous Ibrahim Traoré, la question n'a pas été de rivaliser frontalement avec des puissances mieux équipées, mais d'exploiter leurs angles morts. Ce choix stratégique modifie la grammaire de l'interaction. L'intrusion n'est plus gratuite, l'observation n'est plus sans réponse. À ce stade, l'enjeu dépasse l'incident initial. Il touche à la perception régionale. Si un pays aux ressources limitées peut transformer des signaux faibles en leviers politiques, alors d'autres peuvent s'en inspirer. La démonstration ne promet pas une domination durable, mais elle ouvre un espace de manœuvre. Cette révélation marque le point médian du récit. Ce qui semblait être une réussite tactique commence à produire des effets systémiques. Et c'est précisément là que les conséquences concrètes émergent pour les États, les acteurs économiques, les populations et l'équilibre régional. Les effets de la neutralisation des drones se déploient sur plusieurs cercles, chacun touchant des acteurs distincts. Pour les États et institutions nationales, l'impact est d'abord politique. La démonstration de capacité renforce la légitimité de l'appareil sécuritaire et crédibilise la parole publique. Elle signale que la protection du territoire n'est plus seulement déclarative, mais opérationnelle. Sous Ibrahim Traoré, cette cohérence entre décision et exécution consolide l'autorité interne, tout en réduisant l'espace des contestations fondées sur l'impuissance perçue. Pour les décideurs économiques et entreprises, en particulier dans les secteurs miniers et des infrastructures, le message est différent mais complémentaire. La capacité à détecter et neutraliser des intrusions aériennes suggère une protection accrue des sites sensibles. Cette perception ne garantit pas une stabilité immédiate, mais elle modifie l'évaluation du risque. Des investissements auparavant jugés trop exposés peuvent être réexaminés, non par optimisme excessif, mais parce qu'un seuil minimal de sécurité paraît désormais atteignable. Les populations locales ressentent ces effets de manière plus diffuse. Il ne s'agit pas d'un gain quotidien mesurable, mais d'un déplacement symbolique. Voir l'État capable d'agir face à des technologies étrangères renforce un sentiment de dignité et de contrôle. Ce ressenti peut accroître l'adhésion aux politiques de souveraineté à condition que les bénéfices se traduisent, à terme, par une amélioration tangible de la sécurité et des conditions de vie. Sans cela, l'effet resterait fragile. À l'échelle de la région et des voisins, l'incident agit comme un signal d'alerte. Il invite d'autres États du Sahel à réévaluer leurs propres vulnérabilités aériennes. Certains peuvent y voir une incitation à coopérer en partageant informations et protocoles. D'autres peuvent choisir une modernisation accélérée de leur système, conscients que l'espace aérien est devenu un champ de compétition plus visible. Enfin, pour les acteurs extérieurs, la conséquence la plus marquante est l'introduction d'un coût. L'intrusion n'est plus sans risque. Même si la supériorité technologique globale demeure,
le calcul stratégique se complique. Il faut désormais intégrer la possibilité d'une réponse, même limitée, mais politiquement significative. Pris ensemble, ces effets me montrent que l'événement dépasse le cadre militaire. Il redistribue des attentes, des comportements et des priorités. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne change pas seul l'équilibre régional, mais il en déplace les lignes de friction, de manière suffisamment claire pour être remarquée. À partir de cet épisode, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir, chacune reposant sur des dynamiques déjà visibles. Dans l'hypothèse la plus probable, la trajectoire est celle d'une consolidation prudente. Le Burkina Faso poursuit l'amélioration progressive de ses capacités de détection et de coordination sans rupture spectaculaire. Les procédures mises en place lors de l'incident deviennent des standards internes. La coopération régionale avance par touches limitées sous forme d'échanges d'informations et d'exercices ciblés. Dans ce cadre, l'effet principal est la stabilisation. Les intrusions deviennent plus rares ou plus discrètes, car le coût politique d'un nouvel incident est désormais intégré. Ce scénario n'accélère pas les transformations, mais il installe une nouvelle normalité. Si tout se passe au mieux, la dynamique repose sur un effet d'entraînement. L'événement agit comme catalyseur régional. Des États voisins s'engagent dans des mécanismes de coordination plus structurés, partageant données et protocoles. Le Burkina Faso devient un point de référence, non pour sa puissance, mais pour sa méthode. Cette dynamique renforce la crédibilité sécuritaire du pays et améliore son attractivité économique, notamment autour des infrastructures stratégiques. L'espace aérien du Sahel évolue alors vers une logique de dissuasion collective, réduisant les marges de manœuvre unilatérales des acteurs extérieurs. A l'inverse, une trajectoire plus contraignante reste possible, marquée par une pression accrue. La démonstration de capacité provoque des réactions indirectes, tensions diplomatiques, restrictions économiques ciblées ou soutien renforcé à des forces de déstabilisation. Dans cette hypothèse, la souveraineté affirmée entraîne un coût immédiat. Le Burkina Faso conserve une capacité de réponse, mais dans un environnement plus hostile, où chaque décision sécuritaire est scrutée et interprétée. La résilience devient alors une condition permanente, non un avantage ponctuel. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister. L'enjeu central, dans tous les cas, tient à une même question. Comment transformer un succès circonstanciel en capacité durable sans surexposer le pays? La réponse ne dépend pas seulement de la technologie, mais de la capacité à choisir quand agir, quand coopérer et quand temporiser. Pour le public qui observe cet épisode à distance, l'impact ne se limite pas à la géopolitique abstraite. Il renvoie à une expérience plus familière, celle d'un acteur que l'on croyait contraint, découvrant une marge d'action inattendue. Cette résonance explique pourquoi l'événement a suscité autant d'attention au-delà des cercles militaires. Pour certains, notamment ceux qui vivent dans des contextes marqués par une forte dépendance extérieure, l'histoire du Burkina Faso agit comme un miroir. Elle montre qu'une asymétrie n'est pas toujours figée et que des choix organisationnels peuvent parfois compenser des limites matérielles. Sous Ibrahim Traoré, la décision rapide et assumée rappelle que l'autorité n'est crédible que lorsqu'elle s'exerce concrètement. Pour d'autres, plus proches des milieux économiques ou institutionnels, le récit soulève une question de méthode. Comment identifier des signaux faibles? Comment réduire les frictions internes? Comment transformer une information partielle en décision opérationnelle? Ces interrogations dépassent le cadre sécuritaire. Elles concernent toute organisation confrontée à l'incertitude et à la contrainte. Enfin, pour les observateurs régionaux, l'épisode invite à la prudence autant qu'à l'inspiration. Il ne promet pas une recette universelle, mais il suggère qu'un alignement minimal entre compétences locales, responsabilité politique et timing
peut produire des effets réels. Ignorer cette leçon serait une erreur, la transposer mécaniquement en serait une autre. Ce moment agit donc comme un point de projection. Il oblige chacun à se demander où se situent ses propres marges d'action et ce qu'il en fait lorsqu'une fenêtre s'ouvre. La suite dépendra moins de l'événement lui-même que de la manière dont il est interprété et intégré. Transformer un épisode en capacité durable exige une séquence claire, ordonnée, mesurable. D'abord, institutionnaliser la compétence. Les équipes qui ont recalibré, filtré et coordonné doivent passer d'un mode ad hoc à un cadre permanent. Formation continue, protocoles écrits, transmission des savoirs. L'objectif est de rendre la performance indépendante des individus clés. Ensuite, unifier la chaîne d'information. Les signaux faibles doivent circuler sans friction entre capteurs, analystes et décideurs. Cela suppose des procédures simples, des seuils d'alerte partagés et des exercices réguliers. Le gain attendu n'est pas spectaculaire, mais cumulatif. Quelques secondes gagnées, répétées, font la différence. Puis, prioriser les zones critiques. La couverture totale est illusoire à court terme. Il s'agit donc de concentrer l'effort sur les espaces à forte valeur stratégique, infrastructures, frontières sensibles, axes économiques, et d'accepter une protection graduée ailleurs. Cette hiérarchisation rend la dissuasion plus crédible. Après cela, ancrer la décision politique. La rapidité observée lors de l'incident reposait sur une validation claire. Sous Ibrahim Traoré, maintenir cette clarté implique de définir à l'avance les conditions d'action pour éviter l'hésitation au moment critique. La règle protège autant l'exécutant que l'autorité. Enfin, ouvrir la coopération ciblée. Partage d'alerte, exercice conjoint, standards compatibles. Une coordination régionale limitée peut multiplier l'effet sans diluer la souveraineté. L'indicateur de succès reste simple, temps de détection, délai de réaction, taux de couverture prioritaire. Cette feuille de route ne promet pas l'invulnérabilité, elle vise la cohérence. Et c'est cette cohérence, répétée dans le temps, qui transforme un signal politique en capacité opérationnelle. Revenir à la scène initiale, c'est se souvenir de ce détail presque invisible, un signal faible perdu dans le bruit du ciel nocturne. Ce signal, au départ insignifiant, a pourtant déclenché une chaîne de décisions qui a redéfini ce que signifiait agir ici et maintenant. Le motif n'est pas celui de la puissance brute, mais celui de l'attention portée à ce que d'autres négligeons. Dans la salle de contrôle évoquée plus tôt, les écrans n'ont pas changé, les outils non plus. Ce qui a changé, c'est la conviction que ces outils pouvaient suffire si la décision suivait. Sous Ibrahim Traoré, ce moment a cristallisé une idée simple. Attendre la solution parfaite revient souvent à renoncer à agir. Accepter l'imperfection, en revanche, peut ouvrir un espace inattendu. Ce rappel donne à l'événement une portée plus humaine. Il ne s'agit plus seulement de drones neutralisés ou de chiffres impressionnants, mais d'une confiance accordée à des compétences locales, longtemps sous-estimées. Cette confiance devient un fil conducteur reliant l'instant technique à une vision plus large de la souveraineté. La phrase qui s'impose alors est brève mais lourde de sens. La décision crée la capacité. Elle résume ce que ce ciel, autrefois silencieux, est venu dire au monde. Au terme de ce récit, il reste moins une certitude qu'un déplacement de regard. L'épisode vécu par le Burkina Faso ne fournit pas un modèle clé en main, ni une leçon universelle à appliquer mécaniquement. Il propose autre chose, un symbole, celui d'un espace que l'on croyait figé et qui s'est révélé négociable.
Sous Ibrahim Traoré, cette séquence rappelle que la souveraineté n'est pas un état acquis, mais un processus fait de choix concrets, parfois risqués, souvent discrets. Pour chacun à des échelles très différentes, la question devient alors personnelle. Quels sont les signaux faibles que nous ignorons par habitude? À quel moment l'attente de conditions idéales devient-elle un frein à l'action? Et jusqu'où sommes-nous prêts à assumer une décision pour transformer une contrainte en levier? Ce sont ces interrogations, plus que l'événement lui-même, qui méritent d'être prolongées. Si ce récit vous a apporté un angle nouveau, prenez le temps d'y réagir, de le discuter, de le confronter à d'autres lectures. Le débat, lorsqu'il reste ouvert et exigeant, fait aussi partie de la construction de la souveraineté.